Comment la DDA, la coopération suisse au développement, dépense-t-elle l'argent des contribuables? Une enquête minutieuse au Rwanda et au Burkina Faso. Bonsoir. Chaque année, la Suisse dépense entre 0,3 et 0,4% de son produit national brut pour la coopération au développement, ce qui, entre parenthèses, est plutôt moins que d'autres pays industrialisés. Comment la Confédération, par l'intermédiaire de la DDA, dépense-t-elle l'argent des contribuables et dans quelles conditions? Ce sont des questions que nous nous sommes posées après le drame vécu cette année par le Rwanda qui a été pendant longtemps l'enfant chéri de la coopération suisse au développement. Depuis 1963, la Suisse a en effet injecté au Rwanda quelques 300 millions de francs. Alors, fallait-il investir au Rwanda, un pays agité ces dernières années par des luttes ethniques? Cette aide a-t-elle été effectuée avec suffisamment de garanties et de discernement? Et surtout, les coopérants suisses expatriés au Rwanda pouvaient-ils ignorer ce qui se tramait? Pouvaient-ils ignorer que des massacres se préparaient? Pourtant présents, Gaspard Lamunière et Nicolas Vadimov ont mené une enquête minutieuse au Rwanda et au Burkina Faso auprès des coopérants suisses, avec en prime une nouvelle interrogation. La DDA n'est-elle pas en train de commettre au Burkina Faso les mêmes erreurs qu'au Rwanda? Apparemment, rien n'est moins sûr, vous allez le voir. C'est ici que les milices extrémistes Hutus, les Interamwe, venaient entasser les cadavres des gens qu'ils avaient tués. Regardez ces crânes, ces os, les têtes des gens. Les chiens venaient manger les restes humains. Regardez ça. Après, ils sont même venus mettre des mines dans les tas de cadavres. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passait ici, quand les chiens venaient manger les corps. Toutes ces morts, vraiment, aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça. Ce pays qui a connu l'un des pires génocides de l'histoire, c'est le Rwanda. Un petit pays dont on ne parlait presque jamais. Il était calme, sage et discipliné, un peu comme la Suisse. Le président Juvenal Habyarimana avait réussi à en faire un pays modèle. Un président toujours prêt, comme son épouse d'ailleurs, à montrer l'exemple. Il a dit, Saint-Exupéry, force-les de bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères. C'est vraiment cela. Travailler ensemble pour qu'on soit plus solidaires, pour qu'on soit plus frères. Entre le Rwanda et la Suisse, l'histoire d'amour a 30 ans. 30 ans que la Suisse remplit les coffres du pays. Ces dernières années, le montant annuel atteignait 15 à 20 millions de francs. C'est ce qu'on appelle la coopération au développement. La plupart des secteurs de la vie rwandaise sont touchés par des contributions suisses. Il y a bien sûr des projets agricoles, l'encadrement des administrations communales, mais il y a surtout le secteur bancaire. Bonjour, je vous apporte les clés de votre coffre. Merci de tout cœur, merci beaucoup. L'aide suisse veut aider le Rwanda à nous ressembler, à lui inculquer les clés de notre réussite. En cela, le Rwanda est bien l'enfant chéri de la coopération suisse. On a essayé, n'est-ce pas, d'aider au Rwanda, comme la mère essaie d'aider l'enfant, de la mettre dans la bonne direction, mais malheureusement, ça n'a pas joué. C'est très dommage, pour nous et surtout pas naturellement pour le Rwanda. Le 6 avril a été pour nous un choc, dans le sens que c'est bien sûr qu'on avait toujours dans nos scénarios envisagé également des scénarios un peu pessimistes, comme on dit en anglais, worst case scenario, mais nous n'y avons jamais cru vraiment. Nous avions beaucoup plus cru à ce que les forces de la raison l'emportent. Nous n'avons pas aménagé nos critiques, nos interventions, que ce soit seuls ou que ce soit avec d'autres ambassades. Mais il
il est vrai qu'on aurait peut-être pu faire plus. Vous avez continué à débourser de l'argent au Rwanda dans les circonstances où vous saviez que le régime tuait impunément et exerçait, entraînait la population rwandaise à tuer. C'est aberrant de vouloir coopérer sans regarder la politique intérieure du pays dans lequel on est décidé à apporter l'argent de ses propres contribuables. Ce n'est pas possible. Les peuples démocrates ont versé leur argent à des dictatures. Depuis le mois d'avril 1994, combien de personnes sont mortes au Rwanda? La question est presque indécente. Un demi-million, peut-être 1 million. Depuis la dernière guerre mondiale, on n'avait plus vu un génocide de cette ampleur. L'horreur, la peur, un pays tout entier livré à la barbarie. La Suisse, si on veut parler peut-être avec un mot un peu fort, elle a quand même, en ce qui concerne le Rwanda, reçu peut-être une ou plusieurs gifles. C'est un mot dur. Chacun qui reçoit une gifle, il va se poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai reçu une gifle, n'est-ce pas? La Suisse a été attaquée, n'est-ce pas, d'avoir peut-être trop investi, n'est-ce pas, fait trop avec les projets, peut-être pas assez pris en considération le développement politique du pays. Automne 1994. Il ne reste pas grand-chose du pays modèle. Le Rwanda, une terre de moribonds qui contemple encore l'étendue du désastre. Automne 1994. C'est le moment choisi par la Suisse pour revenir sur la pointe des pieds au Rwanda. Peut-être qu'on peut présenter notre ambassadeur. Monsieur Erisman, c'est le responsable militaire. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Cela fait 6 mois que les Suisses ont quitté le Rwanda. L'imposante délégation envoyée par Berne est chargée d'une mission. Elle doit dresser l'état des lieux des projets helvétiques qui ont tous été brusquement abandonnés quand le génocide a commencé. C'était systématiquement plié. C'était systématiquement plié. Il y a fait beaucoup de choses ici. Et nous avons encore quelques pièces. Des pièces Cette ancienne usine de briques est dans un état lamentable, comme la plupart des autres projets suisses d'ailleurs. Personne ne peut dire ce que sont devenus les ouvriers. Alors, la délégation se rabat sur un état des lieux, une visite guidée où plane l'ombre des disparus. Ils ont coupé des fils aussi, là. C'était des trucs électriques. Oui, ils ont coupé un petit fil. Mais les Suisses ne sont pas là pour avoir des états d'âme. Leur mission se limite à établir l'étendue des dégâts. Le démarrer, on a déjà démarré. Je pense qu'à d'autres endroits, ils ont pillé simplement pour le plaisir de détruire. Oui, c'est ça, mais ça, c'est souvent aussi du vandalisme plus que forcément un pillage. Comment ils ont pu y passer là-bas? Qu'est-ce que c'est? Du bureau, ils entreposaient les choses ici. Ça, c'est incroyable parce que dans le contexte maintenant, on est tout heureux, on se félicite quand on voit des gens vivants, quand on voit encore des machines qui pourraient fonctionner très rapidement. Mais bon, c'est un spectacle de désolation, mais apparemment aussi le bilan humain, selon le directeur technique, n'est pas très lourd. Il y a quelques disparitions, mais l'essentiel des cadres est vivant et je pense que c'est ça le principal. Il y a les cadres, mais il y a surtout les 650 employés rwandais qui travaillaient pour la Suisse. Alors que nos compatriotes ont été évacués dès le début des massacres, les employés rwandais sont restés. Parmi eux, de nombreux Tutsis, dont certains sont de véritables rescapés.
Quand les massacres ont commencé, je suis allé me cacher dans la maison de Marie-France Renfer, de la coopération suisse. En tant que Tutsi, j'étais recherché par les extrémistes Hutus. Au bout de quelques jours, des miliciens et des soldats sont venus fouiller la maison. Ils cherchaient des Tutsis et pillaient les maisons. Ils ont fouillé partout et ils m'ont trouvé. Comme je suis Tutsi, ils m'ont emmené jusqu'au barrage. Je savais bien qu'ils voulaient tuer tous les Tutsis. Au barrage, un soldat de la garde présidentielle est venu vers nous. Il nous a dit de nous coucher par terre. À côté de moi, il y avait un jeune que je connaissais. Le soldat lui a tiré une balle dans la tête. J'ai passé toute la nuit à côté de son cadavre. Je ne sais pas comment j'en ai réchappé. Depuis que les massacres sont finis, les Suisses sont revenus pour nous payer quelques mois de salaire. Mais ils nous ont aussi donné une lettre de licenciement parce que la coopération suisse a décidé de quitter le Rwanda. Avec la petite somme d'argent que j'ai reçue des Suisses, j'ai ouvert une petite boutique parce qu'il faut bien que je puisse vivre, maintenant que je n'ai plus de travail pour la coopération suisse. Je compte sur ça en attendant que les choses s'arrangent un peu. Ces petites marchandises que je vends, c'est tout ce qui me reste. La lettre de licenciement, c'est le cadeau d'adieu des Suisses à ceux qui ont traversé l'enfer. Une façon plutôt cavalière de remercier des employés dévoués dont la vie a basculé. Je suis arrivé seulement, ça fait un mois et demi. Oui, alors c'est là que j'ai appris qu'il y a papa et maman qui sont encore en vie, avec ma petite sœur et mon petit frère cadet de la famille. Et le reste, c'est vraiment, c'est-à-dire mes oncles, cousins, toute la famille. Je n'ai plus personne avec qui on a les mêmes relations familiales. L'ancien chauffeur de l'ambassade et sa famille sont les derniers à vivre dans ce qu'on appelait le village suisse de Kigali. Lui aussi a été licencié. Ici, il ne restera bientôt plus rien. Rien que des souvenirs, une histoire qu'on se répète sans cesse, une histoire terrifiante que chacun se rappelle avoir vu venir. Je m'attendais à ça. Je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur-là, mais quand même, les tueries avaient commencé bien avant, même avant avril. Et les Suisses avec lesquels vous travaillez, ils le savaient? Ils le savaient bien. Je me souviens même rêver de la guerre. Nous avions reçu des cartes, des badges, hein, comme quoi on nous disait, bon, comme ça, s'il arrive quelque chose, là, on pourra vous reconnaître, vous reconnaître très facilement. Les Suisses savaient. Ils savaient depuis 4 ans que des massacres étaient perpétrés au Rwanda. Ils voyaient tous les jours le pays s'enfoncer un peu plus dans la haine ethnique. Une plongée dans l'horreur qui mérite d'être racontée. L'histoire remonte à 1959, quand les Tutsis qui dominaient le pays sont renversés par les Hutus. C'est la révolution Hutu qui veut donner le pouvoir au plus grand nombre. Une conquête violente du pouvoir au prix de terribles massacres contre les Tutsis. Des centaines de milliers de Tutsis se réfugient à l'étranger. Tous ceux qui ont fui au début des années 60 resteront interdits de séjour au Rwanda. Certains jeunes exilés tenteront néanmoins de rentrer au pays par la force. Mais pour le pouvoir Hutu, les réfugiés Tutsis sont assimilés à des bandits. C'est donc plutôt un problème de réduire le banditisme. Pendant 30 ans,
les exilés Tutsis resteront obsédés par le désir de retourner dans leur patrie. Ils créent le FPR, le Front Patriotique Rwandais, et en 1990, c'est les armes à la main qu'ils pénètrent au Rwanda. La réplique du pouvoir est terrible. Le président Habyarimana devient hanté par l'idée que les Tutsis puissent reconquérir le pouvoir. Alors, la machine infernale va se mettre en place. Le parti du président crée et arme sa milice privée, les Interamwe, dont le but est de terroriser toute opposition intérieure. De son côté, l'armée procède à un recrutement secret de citoyens Hutus de toute confiance sous le couvert de l'administration communale. Dans chaque commune, des centaines d'armes sont distribuées à des extrémistes déclarés. L'appareil répressif est en place. Reste à créer les instruments d'endoctrinement. Kangura, un des journaux des extrémistes Hutus, n'hésite pas à exhiber une machette en première page. Ces articles sont des appels constants à la haine. Les Batutsis sont des assoiffés de sang. Alors les massacres de Tutsis reprennent dès 1990. Une commission internationale d'enquête est envoyée au Rwanda et découvre des charniers. Plus personne ne peut nier les atrocités qui secouent le pays. Nous avons sensibilisé la population et c'était déjà en 90 et il y avait le génocide au Rwanda. On ne nous a pas écoutés. Après le crash de l'avion présidentiel, ce qui s'est passé, en fait, s'explique même dans ce rapport, par la nature même du gouvernement d'Habyarimana, par la nature et le caractère des faits de génocide que nous avons mis à jour, mais on n'a pas écouté, soit parce qu'on ne veut pas, soit parce qu'on n'a pas intérêt, soit parce que, en fait, on pense que son propre confort suffit et il faut donc le protéger. La commission d'enquête dépose son rapport en mars 1993. Les faits sont accablants pour le régime. Tous les témoignages confirment qu'il existe dans l'entourage du chef de l'État un certain nombre de personnes qui organisent les massacres. Selon un ancien militaire dénommé Janvier Africa, le président Habyarimana et son épouse ont participé à des réunions des escadrons de la mort où étaient planifiés ces massacres. Autour de Pâques et dans les jours qui suivent, quelque chose va se passer à Kigali. Ce sera probablement autour du 7 avril. Alors vous entendrez le bruit des balles, vous entendrez exploser des grenades. J'espère que les forces armées rwandaises sont prêtes, parce que les vautours pourront se régaler. Le 6 avril 1994, le pays plonge dans l'horreur. Le président Habyarimana meurt dans un attentat. Les milices Hutus entrent en scène, l'extermination méthodique des Tutsis et des opposants commence. Et cela, tout cela se préparait depuis longtemps, au vu et au su de tout le monde, et donc aussi des coopérants suisses. Les reproches que nous avons à formuler à l'égard de la coopération suisse sont partagés avec toutes les coopérations, parce que ce que nous disons, c'est que les coopérations étrangères qui étaient établies au Rwanda n'ont pas manqué de savoir ce qui se préparait, et d'autant plus que le régime de Habyarimana a été caractérisé de tout temps par des tueries, et les exécutions sommaires, et les atteintes aux droits de l'homme ont été massifs tout au long de l'année du règne du président Habyarimana. Mais tout cela n'a pas échappé à une coopération attentive. Mais alors, la coopération suisse n'aurait-elle pas dû faire pression sur le régime? Elle aurait pu, comme les autres bailleurs de fonds d'ailleurs. Je crois que les pressions n'ont pas été suffisantes pour plus de démocratie. Je crois qu'on n'a pas vraiment circonscrit le drame qui pouvait résulter de la formation des milices. Je crois qu'ils auraient dû dire que la formation des milices, les barrages qui étaient mis sur les routes par les différentes milices, que personne ne pouvait tolérer ça. En fait, les Suisses ont sous-estimé la gravité des événements. Quand les milices contrôlaient l'identité ethnique des gens, ils n'ont pas bougé. Il a fallu que ces contrôles débouchent sur des milliers d'arrestations de Tutsis et d'opposants pour qu'enfin la Suisse réagisse. La Suisse s'est montrée, dès les arrestations, qui ont été extrêmement nombreuses au mois d'octobre et novembre et décembre, s'est montrée extrêmement préoccupée et a réagi avec une très grande vigueur. J'en veux pour preuve le renouvellement des accords de coopération. Ces accords de coopération arrivaient à échéance fin 90
Ils n'ont été renouvelés que pour une année et nous avons expliqué à la partie rwandaise pourquoi nous les renouvelions. Bon, je ne veux pas dire que nous avons été les meilleurs et les plus beaux, mais c'est quand même la seule coopération qui a pris une mesure aussi énergique. Notre pays a beau agiter quelques menaces, les millions de l'aide suisse continuent d'affluer au Rwanda. Les Belges, de leur côté, ont estimé nécessaire de rappeler leur ambassadeur. Une autre façon de dire publiquement sa désapprobation. Chaque fois que les pressions internationales se sont exercées de manière vraiment ouverte et de manière à se faire sentir, il y a eu un fléchissement de la part du régime. La vérité est que dans ce cas-là, il y a eu des pressions qui se sont exercées, mais par des voies feutrées. Et bon, ce qu'on se dit entre quatre murs à un président qui ne veut pas écouter ou qui contourne, évidemment, n'a aucun sens. Une pression est vraiment efficace et réelle que dans la mesure où il s'exprime publiquement. Vu le poids de la coopération suisse, effectivement, la Suisse aurait pu exercer des pressions efficaces. Et puis, bon, je ne crois pas que le régime aurait été insensible à ces pressions. Quand les premiers massacres sont révélés en 1990, la Suisse en reste aux menaces feutrées. La coopération suisse ne veut pas trop ébruiter ce qui se passe au Rwanda. Elle continue à miser sur le régime Habyarimana et à croire en une issue pacifique au conflit. Il y a bien quelques notes diplomatiques, quelques menaces, mais c'est tout. Ce n'est qu'en 1993 que les pressions deviennent enfin un peu plus sérieuses. Il faut dire que cette fois, les accusations contre le Rwanda sont étayées par les premières images de charniers. Plus personne ne peut nier l'existence de massacres. Mais il a fallu que la télévision et les journaux suisses en parlent pour qu'enfin, René Felbert lui-même fasse connaître son indignation au président Habyarimana. La perpétuation d'actes de génocide suscite en Suisse une vive émotion et inquiète au plus haut point les autorités suisses. Mais c'est un nouveau coup pour rien. Les millions suisses continueront de parvenir au pays parce que les Suisses ne veulent pas lâcher leur enfant chéri. Je devrais dire que depuis la fin des années 80, et surtout depuis le début de la guerre d'octobre 1990, je crois que nous avons véritablement collaboré ici, coopéré avec tous les acteurs, État, société civile, secteur privé, population, les yeux ouverts. Et nous avons misé sur les éléments modérés, les éléments de dialogue. Nous avons encouragé le respect des droits de l'homme. Nous avons misé sur l'état de droit. Nous avons essayé de renforcer par nos maigres moyens l'ouverture démocratique et pluraliste du Rwanda. Pratiquement, il n'y avait plus rien dans le pipeline suisse, à part des projets consacrés à l'état de droit, à tout ce qui concernait l'état de droit. C'est parfaitement faux. L'aide classique a continué d'affluer avec le financement d'infrastructures lourdes, comme cette usine de panneaux en papyrus. 5 millions y ont été dépensés entre 92 et 93, ce que nous confirme lui-même l'ambassadeur de Suisse. Regardez cette usine ici, n'est-ce pas, qui a commencé à démarrer en 1993 seulement, ça veut dire il y a une année. Maintenant, regardez ce qu'il y a ici, n'est-ce pas. Mais ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de ne plus avoir de l'espoir. En fait, les Suisses n'ont jamais dépensé plus de 5 à 6% de leur aide pour ce qu'ils appellent la défense des droits de l'homme. Alors que le Rwanda s'enfonçait dans l'impasse, les Suisses s'enfonçaient avec lui comme incapables de se sortir de ce bourbier. Avec le recul, cela paraît incroyable que la Suisse ait continué à financer de grands projets institutionnels comme les programmes forestiers ou encore l'aide aux banques populaires, malgré le climat de terreur qui s'instaurait dans le pays. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux faire? Je viens demander un prêt. Tu veux un prêt pour faire quoi? Je veux un prêt pour acheter une vache. Une vache de qualité. La banque exige une garantie. Les banques populaires étaient le joyau de la coopération suisse. Voilà ce qu'il en reste. Ça, c'était des guichets complètement abîmés. S'il y avait un guichet, ici aussi, ici, ce sont les carnets d'épargne des clients. Attendez voir. Ça appartenait à Karangwa Augustin.
ne sais pas comment c'est resté ici. Niézé Gaspard. Ça, c'est le coffre-fort. Il a été sérieusement endommagé. Certainement pour qu'on s'accapare de l'argent qui était dedans. L'intérieur aussi est complètement détruit. Vous pouvez constater vous-même l'état des lieux. C'est complètement détruit. Les banques populaires avaient été créées sur le modèle des caisses Raiffeisen. Narcisse Kalini-Djabo était un des cadres d'un vaste réseau de succursales avec leurs milliers d'employés. Dans les villages, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais ce qui est sûr, c'est que les banques populaires ont vécu de l'intérieur la montée de l'extrémisme hutu. Au sein des banques populaires, il y avait des gens de toutes tendances politiques, je veux dire. Il y avait certains qui étaient pro le régime, il y avait d'autres qui se réclamaient de l'opposition, mais qui ont chaviré tout de suite dans la tendance pro-régime et qui ont eu une part active dans le drame qui a frappé notre pays. Au siège de la banque à Kigali, il ne reste plus que 50 employés sur 200. Dans ce qui reste de bureaux, une chape de silence pèse sur les atrocités qui ont été commises. Pourtant, tout le monde connaît les coupables. Tout le monde savait qui était extrémiste, qui faisait de la propagande, qui distillait la haine contre les Tutsis. Le premier ministre de ce gouvernement qui a fait les assassinats, c'est quelqu'un des banques populaires. Il était parmi la direction collégiale de ces banques. Le secrétaire général lui-même aurait des atomes crochus avec le parti MRND et est en train d'ailleurs de continuer à mobiliser ces gens-là. La Suisse aurait pu faire beaucoup plus attention, c'est vrai, surtout lorsqu'on a procédé au recrutement de ces gens, parce que c'est coordonné par un fonctionnaire de la coopération suisse. Je ne sais pas jusqu'où ces responsabilités doivent aller, parce que dans cette tragédie qu'a connue le Rwanda, on ne reconnaît vraiment plus personne. Des gens qu'on connaissait ont étonné d'autres par leur comportement ces derniers temps. Je crois qu'on devra faire plus attention à l'avenir, d'essayer de recruter des gens qui ne prendraient manifestement pas des positions des extrémistes jusqu'à procéder à des assassinats. Les Suisses n'ont donc pas toujours été très regardants sur leurs amitiés rwandaises. Certaines de ces amitiés ont même le parfum de scandale. Il y a par exemple le cas de Félicien Kabuga, un extrémiste hutu, PDG de Radio 1000 Collines, surnommé Radio Machette. Félicien Kabuga, qui obtient un visa pour la Suisse et séjourne dans notre pays, alors que toutes les organisations internationales le désignent comme un des commanditaires du génocide. Il y a aussi Origène Mourenzi, un avocat qui travaille pour la coopération suisse. On dit qu'il serait un extrémiste hutu et proche de ceux qui commettent les massacres. C'est notre confrère Philippe Daindon qui le trouve soi-disant réfugié à l'ambassade de Suisse à Kigali le 10 mai. En fait de réfugié, Mourenzi circule paisiblement dans les rues de la capitale rwandaise. Il peut croiser les porteurs de machettes sans être inquiété. Origène Mourenzi, un autre ami encombrant. Ces amitiés particulières de la Suisse posent une terrible question. La Suisse a-t-elle été aveugle ou, plus gravement, a-t-elle été complice? Pour répondre, replongeons-nous encore une fois dans l'histoire. Nous avons conclu, l'Église, une convention avec le gouvernement qui nous redonne une réelle responsabilité dans les écoles. C'est l'abbé Péroudin, un valaisan nommé archevêque du Rwanda, qui va être à l'origine de cette longue amitié pour les Hutus. C'est un de ses protégés qui devient le premier président Hutu de la jeune République rwandaise. Un président qui viendra très vite demander l'appui des Suisses. Et quand cela ne suffit pas, c'est l'abbé Péroudin lui-même qui se mue en ambassadeur auprès des Suisses. Alors l'aide va affluer très vite et massivement. À Kibuye, il y a une école, qui se trouve à Yamishaba, et le surveillant Emmanuel, à son réveil, le personnel, le surveillant Emmanuel, à son réveil, le personnel. C'est l'épopée héroïque des pionniers du développement, avec notamment les coopératives Trafipro, copiées sur le modèle des camions Migros.
C'est aussi une aide très particulière sous la forme d'un conseiller personnel auprès du président rwandais. 4 Suisses succéderont à ce poste, Charles Jeanneret étant le dernier à l'avoir occupé. On le décrit comme le bras droit du président Habyarimana. Il appartient au cercle du pouvoir au moment où les massacres de Tutsis reprennent au Rwanda. Quel contrôle exerçaient sur lui ses employeurs de la coopération suisse? Monsieur Jeanneret était conseiller à la présidence et en ce sens, il ne recevait pas d'instructions de notre part et il ne faisait pas des rapports réguliers à la coopération. Nous ne donnions pas d'autres instructions à monsieur Jeanneret que d'œuvrer dans le sens bien compris des intérêts du Rwanda. C'est clair qu'il nous informait en termes généraux sur ce qu'il faisait. Mais ça aurait été contraire à l'esprit d'un conseiller à la présidence que d'avoir des canaux étroits d'instruction et de rapports entre lui et la coopération suisse. Fin 1991, alors que la presse fait régulièrement état de massacres au Rwanda, un journal suisse recueille une interview de Jeanneret. Je suis convaincu que c'est un bon président. Jeanneret ne dit pas un mot sur les massacres qui se déroulent dans le pays. Je reste malgré tout optimiste. J'apporte mon appui à un pays, à un peuple. Il est impossible que M. Jeanneret n'ait pas su, à moins que la coopération suisse n'ait choisi de fermer les yeux ou simplement de dire à M. Jeanneret de ne pas trop les embêter peut-être avec des détails lugubres de choses qui se connaissaient. Mais là aussi, je crois que c'est une question de conscience à l'égard de ce monsieur. Si j'avais été à sa place, très franchement, dans un pays comme celui-ci, j'aurais tiré des conclusions, je serais parti et j'aurais exprimé comme ça ma réprobation. Voilà. Monsieur Jeanneret a quitté le pays à la fin de 92, à la suite d'une décision que nous avions prise au début des années 90. Encore vers la fin des années 90 et 91, on pensait que le gouvernement pourrait avoir besoin de conseils en matière économique pour redresser la situation. Et là, ce qu'on a vu que c'était utopique et que le rôle de M. Jeanneret pouvait être mal compris et nous avons préféré le retirer. Charles Jeanneret n'est pas pressé de quitter le Rwanda. Malgré les massacres qui durent depuis 1990, ce n'est que le 3 février 1993 qu'il part définitivement de Kigali. Il nous l'a confirmé par téléphone. C'est d'ailleurs tout ce qu'il accepte de dire publiquement aujourd'hui. Il veut attendre que la tempête médiatique se soit calmée pour s'exprimer sur les années qu'il a passées auprès du président Habyarimana. En attendant, il nous a fait parvenir par fax des articles qu'il estime plus objectifs sur le génocide rwandais. Des articles qui n'ont qu'un seul but, relativiser l'implication des Hutus dans le massacre des Tutsis. Il reste que Charles Jeanneret révèle des compromissions douteuses, un aveuglement coupable de la coopération suisse. Car si Jeanneret fait ses bagages, les autres coopérants suisses, eux, continuent leur projet jusqu'au déclenchement du génocide. Automne 1994. Les Rwandais pensent leur plaire. Entre eux et nous, il y a des centaines de milliers de morts. Nous oublierons vite ce génocide. Pas eux. Alors, pour tous ces morts, la coopération suisse doit accepter de se remettre en question. Je crois que c'était un service un peu à part, n'est-ce pas, qui a fait un très bon travail, mais qui a peut-être parfois pas assez pris en considération les volets politiques. Certainement, les gens n'étaient pas stupides, n'est-ce pas? Et certainement, ils ont écrit le rapport. Certainement, ils ont vu les choses ici. Ils n'étaient certainement pas aveugles. Mais peut-être dans l'enjeu, n'est-ce pas, de toute notre coopération, le projet peut-être a joué un beaucoup plus grand rôle, n'est-ce pas, que peut-être le développement politique du pays. Oui, la coopération suisse a été aveugle. Elle a même mené une politique de l'autruche, avec comme conséquence que les Suisses n'ont pas vu qu'ils aidaient des gens qui allaient se transformer en tortionnaires. Et au bout du compte, ce qu'elle avait patiemment bâti en 30 ans allait être rasé en quelques semaines. Tirant les enseignements du désastre rwandais,
Comment la DDA, la coopération suisse au développement, dépense-t-elle l'argent des contribuables? Une enquête minutieuse au Rwanda et au Burkina Faso. Bonsoir. Chaque année, la Suisse dépense entre 0,3 et 0,4% de son produit national brut pour la coopération au développement, ce qui, entre parenthèses, est plutôt moins que d'autres pays industrialisés. Comment la Confédération, par l'intermédiaire de la DDA, dépense-t-elle l'argent des contribuables et dans quelles conditions? Ce sont des questions que nous nous sommes posées après le drame vécu cette année par le Rwanda qui a été pendant longtemps l'enfant chéri de la coopération suisse au développement. Depuis 1963, la Suisse a en effet injecté au Rwanda quelques 300 millions de francs. Alors, fallait-il investir au Rwanda, un pays agité ces dernières années par des luttes ethniques? Cette aide a-t-elle été effectuée avec suffisamment de garanties et de discernement? Et surtout, les coopérants suisses expatriés au Rwanda pouvaient-ils ignorer ce qui se tramait? Pouvaient-ils ignorer que des massacres se préparaient? Pourtant présent, Gaspard Lamunière et Nicolas Vadimov ont mené une enquête minutieuse au Rwanda. 15 à 20 millions de francs. C'est ce qu'on appelle la coopération au développement. La plupart des secteurs de la vie rwandaise sont touchés par des contributions suisses. Il y a bien sûr des projets agricoles, l'encadrement des administrations communales, mais il y a surtout le secteur bancaire. Bonjour, je vous apporte les clés de votre coffre. Merci de tout cœur, merci beaucoup. L'aide suisse veut aider le Rwanda à nous ressembler, à lui inculquer les clés de notre réussite. En cela, le Rwanda est bien l'enfant chéri de la coopération suisse. On a essayé, n'est-ce pas, d'aider au Rwanda, comme la mère essaie d'aider l'enfant, de la mettre dans la bonne direction, mais malheureusement, ça n'a pas joué. C'est très dommage. Pour nous et surtout pas. L'histoire, c'est le Rwanda. Un petit pays dont on ne parlait presque jamais. Il était calme, sage et discipliné, un peu comme la Suisse. Le président Juvenal Habyarimana avait réussi à en faire un pays modèle. Un président toujours prêt, comme son épouse d'ailleurs, à montrer l'exemple. Il a dit, Saint-Exupéry, force-les de bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères. C'est vraiment cela. Travailler ensemble pour qu'on soit plus solidaires, pour qu'on soit plus frères. Entre le Rwanda et la Suisse, l'histoire d'amour a 30 ans. 30 ans que la Suisse remplit les coffres du pays. Ces dernières années, le montant annuel atteignait... Et au Burkina Faso, auprès des coopérants suisses, avec en prime une nouvelle interrogation. La DDA n'est-elle pas en train de commettre au Burkina Faso les mêmes erreurs qu'au Rwanda? Apparemment, rien n'est moins sûr, vous allez le voir. C'est ici que les milices extrémistes Hutus, les Interamwe, venaient entasser les cadavres des gens qu'ils avaient tués. Regardez ces crânes, ces os, les têtes des gens. Les chiens venaient manger les restes humains. Regardez ça. Après, ils sont même venus mettre des mines dans les tas de cadavres. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passait ici, quand les chiens venaient manger les corps. Toutes ces morts, vraiment, aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça. Ce pays qui a connu l'un des pires génocides de l'histoire